Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et ouais, on est reparti pour un nouveau numéro d'une vie de mathématiques. Il s'agit là du dernier numéro avant les vacances d'été. Vacances d'été qui ne seront pas vraiment des vacances pour moi, puisque pour ceux qui le savent déjà, mais je vais le rappeler, il y a la thèse en ligne de mire. Donc je suis en cours d'écriture et j'espère en fin d'écriture du deuxième article de recherche, deuxième article qui risque de se scinder en deux. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle parce que ça a fait appel à encore plus de boulot. Bon, enfin bref. À la suite de cette écriture d'article, il va falloir terminer l'écriture de la thèse derrière. Et j'avais comme date limite les environs de fin juillet, début août. J'ai bien peur de dépasser un petit peu cette date limite. Mais bon, il va falloir faire en sorte qu'on ne dépasse pas trop cette date limite. Il va falloir travailler encore plus durement et se donner encore plus de temps pour ça. Et donc je pense que la pause pour la chaîne YouTube tombera à point nommé. Donc voilà, alors je vous en parlerai davantage en examen. Aujourd'hui, j'aimerais continuer mon récit concernant mon cursus. Nous en étions arrivés à ma première année de maîtrise. Et donc aujourd'hui, on va terminer le récit de cette première année de maîtrise. Donc pour simplement rappeler le lieu et la date à laquelle nous nous étions arrêtés, nous en étions donc à l'université Picardie-Jules Verne à Amiens. Et nous étions donc aux environs de janvier-février 2017. Allez, on est reparti. Pour remettre un petit peu du contexte dans tout ce qui s'est passé là pour cette première année de maîtrise, juste pour le redire, j'ai pu rentrer en maîtrise à condition que si je réussis, ok, j'ai ma maîtrise et j'avance, mais si je loupe, je dois redescendre en licence 3. Je vous rappelle que c'était le pari, entre guillemets, qui se cache derrière cette entrée en première année de maîtrise après être sorti de troisième année de classe préparatoire. Je rappelle également que la première session, donc l'ensemble des cours que j'ai suivis jusqu'à janvier 2017 se sont très bien passés. Je les ai validés avec de super notes. Et j'ai même majoré la première année de maîtrise. Je me sens enfin, et là, c'est pas c'est pas un sentiment qui va redescendre. J'ai vraiment l'impression d'être au bon endroit, enfin être arrivé à ma place. C'était déjà arrivé en prépa, mais cette fois-ci c'est vraiment la bonne. J'ai en tout cas ce sentiment-là. Et ça se confirmera par la suite, mais voilà, j'ai vraiment cette impression d'être au bon endroit, d'être heureux là où je me trouve. Mais tout de même, je me lance le défi de repasser à nouveau un concours d'école normale supérieure, notamment le second concours de l'école normale supérieure. Je passe ce second concours pour essayer d'entrer à l'école normale supérieure de Paris-Saclay et de Rennes. Je tente pas Lyon parce que le passage de ce second concours était assez différent. Je vous refais pas tout le blabla autour de comment marche le second concours. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble et quelles sont les choses qui se passent derrière ce second concours, je vous invite à regarder la vidéo précédente. Et également, je ne vais pas vous faire tout le blabla concernant les cours que j'ai suivis dans cette première année de maîtrise. J'en ai déjà pas mal parlé. Je vais en reparler un tout petit peu ici, mais j'en ai quand même beaucoup parlé dans la première session. Donc, pareil, si vous voulez savoir un petit peu les cours et aussi ma comparaison entre professeur à l'université et l'ambiance à l'université par rapport à l'ambiance en classe préparatoire, je vous invite encore une fois à jeter un coup d'œil à la vidéo précédente. Donc nous en étions arrivés aux environs donc, de janvier-février 2017 et à ce moment-là j'ai su que j'ai été préadmissible pour l'école normale supérieure, les deux, Paris-Saclay et Rennes, et donc je m'apprêtais à passer les concours ECLI qui se faisaient en fin mars. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous parler d'autres petites choses. Donc d'abord, j'aimerais vous parler des quelques cours que j'ai pu suivre en deuxième session dont je me rappelle. Donc en deuxième session, j'avais notamment suivi un cours de processus stochastique qui était très intéressant, où j'ai pu apprendre pas mal de choses concernant les chaînes de Markov et d'autres trucs plus poussés autour des chaînes de Markov, mais bien plus que chaînes de Markov bien sûr, notamment tout ce qui est mouvement brownien, des choses comme ça. Juste pour citer quelques noms, si ça vous intéresse, vous pourrez aller jeter un coup d'œil. Donc voilà, c'était des choses qui m'intéressaient. Il y avait ça, il y avait également des cours d'analyse un peu plus poussés, où je travaillais davantage la topologie faible, des choses comme ça. Donc là aussi c'était assez intéressant.
Et il y a également des cours encore de topologie algébrique qui étaient proposés en cette deuxième session. Ça aussi, c'était quelque chose qui m'intriguait de plus en plus. Et notamment, à la suite de ces cours de topologie algébrique et tout ça, déjà qu'il y avait une première partie de cours de topologie qui était proposée, topologie algébrique était proposée en première session, une suite était plus ou moins proposée en deuxième session. Et comme je m'entendais pas mal avec le prof qui donnait ce cours, je me posais la question s'il était possible, donc parce que je savais qu'il fallait préparer un mémoire, et donc j'aimerais vous parler de ça pour cette première partie de vidéo. J'aimerais vous parler du contenu du mémoire que j'ai fait pour cette première année de maîtrise. Donc alors ce mémoire, je l'ai fait avec le professeur qui donnait cours de topologie algébrique à ce moment-là, donc c'est David Chator, un professeur très sympathique, vraiment à l'écoute. Et alors pour pouvoir faire un petit peu l'histoire, pourquoi je souhaiterais faire mon mémoire avec lui, c'est qu'en fait pendant l'apprentissage du cours de topologie algébrique, je me suis lancé à acheter quelques bouquins. Alors je ne sais pas, je vais être capable de retrouver le bouquin en question. Peut-être que oui. Alors laissez-moi juste quelques secondes. Alors c'est pas celui-là. Ah ouais, c'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Ok, donc j'avais acheté des bouquins pour travailler donc tout ce qui était théorie de Galois, parce qu'il donnait également ce cours de théorie de Galois. Il y avait théorie de Galois et tout ce qui est autour de la topologie algébrique. Et pour essayer de me pousser à apprendre beaucoup plus de choses, parce que je me sentais pas super à l'aise au début de ce cours. Bon, finalement ça s'est très bien passé, j'ai validé les cours avec des super notes, donc autour de 19 même. J'ai acheté quelques bouquins, et notamment ce bouquin donc, dont vous voyez le titre, Algèbre et théorie galloisienne. Donc ce bouquin qui est un Cassini d'ailleurs au passage, pour faire une remarque sur le fait que c'est lié aussi au bouquin Cassini que vous connaissez bien en classe préparatoire, avec des exercices entre guillemets impossibles. Je dis bien entre guillemets parce que c'est pas vrai qu'elles sont impossibles, mais bref. Et donc ce bouquin m'a été fort utile, et dans ce bouquin il y avait un chapitre qui m'a piqué ma curiosité, et c'est un peu ce qui a fait et ce qui fera donc finalement le sujet de mon mémoire de première année de maîtrise. Alors je cherchais juste la page du titre du chapitre. Il s'agit d'un objet bien intriguant dont vous voyez maintenant le nom en titre de chapitre. Il s'agit donc des dessins d'enfants. Alors c'est marrant quand même. Voilà, donc ce qui m'a intrigué, et c'est un peu aussi ce qui m'avait motivé à acheter ce bouquin, parce que c'était déjà dit dans le résumé qu'il y avait toute la théorie des dessins d'enfants qui était développée dans la dernière partie de ce bouquin. Et quand j'ai vu un petit peu à quoi ça ressemblait, que c'était des histoires de graphes, quelques petites bijections, des choses comme ça, ça m'a intrigué, ça m'a intéressé, et du coup je me suis posé la question, j'ai discuté avec donc David Chator, je me suis posé la question, est-ce que ce serait possible de faire un mémoire autour de ce sujet? Alors j'ai appris que ce sujet, donc à ce moment-là, était un sujet quand même très compliqué, en tout cas pour un niveau de maîtrise, de première année de maîtrise, c'est quand même pas si évident à attaquer comme sujet. Et il m'avait tout de suite prévenu, il y aurait beaucoup de boulot, etc. Un peu comme tous les professeurs le feraient dès qu'on choisit un sujet ou dès qu'il y a quelque chose qui nous intéresse. Donc là, encore une fois, pour le coup, c'est pas... ça sera un running gag, mais je vous le dis une première fois ici. Le sujet donc de maîtrise, en général, le sujet de mémoire, c'est pas nous qui le choisissons, c'est normalement les professeurs qui proposent des sujets, puis après on choisit parmi les sujets qui sont proposés. Là, cette fois-ci, c'est un sujet que j'ai trouvé intéressant, et c'est moi qui l'ai proposé. Donc c'est assez marrant. Et comme je dis que c'est un running gag, pensez-y quand vous verrez les prochains épisodes d'une vie de mathématiques, car en effet, ça arrivera à d'autres reprises. Donc voilà. Bref. Donc voilà, ce sujet de dessin d'enfants, qui m'a beaucoup intrigué. Et donc j'aimerais discuter un petit peu avec vous, juste vous raconter de manière très vulgaire, parce que je ne vais pas avoir la possibilité de vous dire toutes les choses en détail. Si vous voulez vraiment voir plus de détails, je vous inviterai à jeter un coup d'œil à mon mémoire, et voire même à aller chercher par vous-même sur internet. C'est quand même quelque chose de très intéressant. Et donc j'aimerais donc, pour ces quelques minutes, pour cette première partie de vidéo, alors un peu plus que première partie, parce qu'on est déjà à 10 minutes de vidéo, j'aimerais donc vous parler de ces dessins d'enfants.
Alors j'avoue que c'est la première fois que je mets en place ce genre de système en plein milieu d'une vidéo officielle. Donc quand je dis une vidéo officielle, c'est que il y a eu des vidéos entre guillemets officieuses, c'est-à-dire que c'est des vidéos qui sont non répertoriées, qui peuvent parfois être accessibles via mon site web, mais qui ne sont pas publiées directement à toute la chaîne. Et donc quand il s'agit de donner des cours notamment, j'utilise ce système-là, ça m'arrive d'utiliser ce système-là. Donc c'est la première fois que j'utilise ce système pour une vidéo, et je pense que ça pourra arriver à d'autres reprises dès que j'aurai l'envie de vous raconter un petit peu plus de mathématiques un petit peu plus précises, parce que là je lance des mots par-ci par-là, et je pense que ça, pour certaines choses que j'aimerais raconter de mathématiques, ça pourra être utile de sortir tout cet outillage. Donc je vais utiliser ma tablette qui se trouve juste en face de moi, qui est déjà mise en place, toute prête. Et donc je vais vous parler des dessins d'enfants. Alors c'est quoi les dessins d'enfants? Alors pour vous mettre juste le contexte, il faut d'abord travailler dans une surface. Alors la surface ici, pour la faire simple, je vais dessiner une petite patatoïde, ok? Donc cette patatoïde, ça va être ma surface. Pour la faire encore très très simple, la surface que je vais considérer ici, ça sera la sphère. Donc ça sera la sphère dans R3, si vous voulez. Donc la sphère dans R3. La sphère unité, bien sûr, j'entends. Ok, donc on a, ceci. Voilà. Donc on a cette sphère unité dans R3. Et puis, alors, de manière un peu plus générale, juste pour le dire, la surface que l'on doit choisir, ça doit être une surface de Riemann, connexe. D'accord, donc ça doit être une surface de Riemann. Connexe, etc., etc. Je ne vais pas donner toutes les hypothèses qu'il faut, mais à savoir qu'il y a des trucs bien précis à dire sur les surfaces dans lesquelles on va travailler. Et donc je vais dessiner un graphe. Alors le graphe que je vais dessiner, ça ne va pas être n'importe quel graphe, ça va devoir être un graphe bicolore qui doit vérifier certaines propriétés que je vais préciser d'ici quelques instants. Donc je vais en dessiner un. Alors je vais directement le colorier avec deux couleurs. Donc voilà un exemple de graphe dessiné sur une surface. Ok, donc voilà un exemple de graphe. Très bien. Alors, comme vous pouvez le voir, ce graphe, il est donc, quand on dit graphe bicolore, juste pour expliquer un petit peu là sur cette image, ça veut juste dire que on veut que pour chacune des arêtes, on a un sommet d'une couleur et un autre sommet d'une autre couleur. Donc chacune des extrémités est d'une couleur différente. Et donc, les deux couleurs doivent être représentées dans cette arête. Donc là, par exemple, l'arête que je viens de vous dessiner en rouge, il y a bien une couleur qu'on pourrait appeler couleur noire et une couleur blanche de chaque côté de cette arête. Et c'est le cas pour toutes les arêtes du graphe, d'accord? Donc c'est le cas pour cette arête-là, etc. etc. Donc, ça, c'est une première chose que doit être vérifiée par le graphe que je dessine. Une deuxième chose qui doit être vérifiée, c'est que, en fait, ce graphe, si je m'amusais à prendre un ciseau et que je découpe en suivant les arêtes, donc je vais de point à point et je coupe suivant les arêtes, ce que je vais avoir comme résultat après la découpe, ça doit me donner des morceaux qui doivent être homéomorphes au disque unité. Donc quand je dis disque unité, c'est le disque ouvert unité. Ce disque, ça doit être dans C. D'accord? Donc je vais l'écrire. Donc ce que je veux dire par là, c'est que si je note x0 l'ensemble des sommets, si je note x1 l'ensemble des arêtes plus sommets, si on veut être rigoureux, ok, eh bien si je regarde la surface moins x1, ça doit être homéomorphe. Alors pareil, je ne vais pas expliquer ce que ça veut dire homéomorphe, je vous laisse jeter un coup d'œil pour ceux qui ne savent pas. Mais pour la faire vraiment très très courte, c'est une bijection continue. Et normalement, ça doit vérifier peut-être 2-3 autres trucs en plus, mais c'est une bijection continue. Donc je veux que ce soit une bijection continue entre la surface moins le découpage que j'aurais fait, donc en enlevant les points et les sommets de mon graphe, les points et les arêtes de mon graphe. Et horizontalement, je dois me retrouver avec une union disjointe. Donc l'union disjointe, en général, on dessine avec un U en forme de carré plutôt qu'un U comme l'union. Mais ça sous-entend qu'on fait une union disjointe de disques unité
ouvert, en disque unité ça sera mieux sans S, ouvert de C. D'accord, donc ou de R2 si vous préférez. Donc il faut vraiment que chacun des morceaux soit homéomorphe au disque ouvert, d'accord, donc au cercle, hein, si vous voulez, et l'intérieur du cercle surtout. Et bien là par exemple, si je découpe, je vais obtenir cette cellule là, qui est ce petit carré, et ce petit carré, bon c'est clair qu'une bijection continue permettrait de changer le carré en un cercle, et un petit peu moins facile à voir, mais tout aussi intéressant, si je regarde l'extérieur. Donc quand je dis l'extérieur, c'est qu'il faut aussi voir ce qu'il y a derrière le disque. D'accord, donc ce qu'il y a derrière le disque est aussi à prendre en compte. Et bien si je prends ça va être aussi homéomorphe au disque. Donc il suffit d'imaginer que votre morceau là de disque enlevé, vous le contractez, donc comme un torchon, vous êtes en train de l'ouvrir, puis après il faut le recompacter pour faire un cercle. Donc voilà, c'est un peu cette idée là. D'accord. Donc voilà, donc c'est ce graphe-là vérifie bien les propriétés que je viens d'énoncer, et c'est donc comme ça qu'on définit un dessin d'enfant. Donc c'est ça ce qu'on appelle le dessin d'enfant de Grothendieck. Donc dessin d'enfant de Grothendieck. Donc voilà, alors c'est une notion qui, je trouve, est assez rigolote, puisque finalement on travaille avec des graphes, hein, si vous l'avez bien compris. Et en fait, ces graphes, ils cachent beaucoup d'informations, et notamment des informations concernant le choix d'une fonction que l'on aurait fait sur la surface. Alors, je vais continuer avec mon exemple, mais cette fois-ci, la surface, je vais la voir un peu différemment. Au lieu de voir une sphère dans R3, ce que je vais voir, c'est que je vais voir en fait que c'est l'ensemble des nombres complexes union l'infini. Donc c'est une certaine complétion de l'ensemble des nombres complexes, en disant que en fait si je prends ma sphère et que j'enlève un point de la sphère, en général on enlève ce qu'on appelle le pôle nord, et bien j'obtiens une bijection, un homéomorphisme même, entre l'ensemble des nombres complexes et l'ensemble des points de la sphère, sauf le point qui se trouve en pôle nord. Et en fait le point en pôle nord correspondrait à, d'une certaine manière, tendre vers plus infini. Alors bien sûr, tendre vers plus infini dans quel sens? En fait dans n'importe quelle direction dans C. C'est ça un peu l'idée. Alors pour vraiment bien imaginer la bijection, il faut vraiment imaginer un torchon que l'on a complètement déplié. Ça c'est le plan complexe. Et puis quand on reprend les extrémités du torchon et qu'on les rassemble en un seul point, ça va nous donner la sphère. Donc c'est un peu cette idée-là, la bijection qui est en jeu. Donc on peut voir la surface donnée par la sphère unité comme étant en fait une complétion de l'ensemble des nombres complexes par un point à l'infini. Je ne sais plus quel est le nom de cette complétion, mais je sais que cette complétion a un nom. En tout cas, pour avoir cet homéomorphisme, on utilise quelque chose qu'on a déjà vu lors d'un précédent petit exo de colle, et on appelle ça la projection stéréographique. Alors là, je vous réfère au petit exo de colle numéro 24 pour jeter un coup d'œil à ce que c'est cette projection stéréographique plus précisément. Puis aussi voir une utilisation possible de cette projection stéréographique à travers un exercice. Bon. Et donc, je change un peu le point de vue, et en changeant ce point de vue, je reprends mon graphe, bien sûr, donc je vais le redessiner. Ok, et donc le fait de voir la surface comme étant en fait l'ensemble des nombres complexes complétés avec un point à l'infini, c'est en fait ça va me permettre de voir le graphe comme une fonction rationnelle, enfin comme la représentation à homéomorphisme près encore une fois d'une fonction rationnelle. Donc là la fonction rationnelle ici qui serait en jeu, je l'écrirais P de Z sur Q de Z. Ok, et puis pour comprendre ce qu'il va en être exactement des polynômes P et Q qui sont en jeu, ce que je vais faire, c'est que je vais compléter un petit peu mon graphe en posant des points un peu particuliers. Je vais mettre un point rouge pour chacune des faces donc chacune des faces, ce que j'appelle chacune des faces, c'est chacun des morceaux de mon découpage. Une fois que j'enlève le graphe avec mon ciseau, comme je l'expliquais juste avant, je me retrouve donc avec deux cellules, donc deux endroits où je vais placer une croix rouge.
Bon, très bien. Et puis je vais compléter ce petit dessin avec quelques traits qui vont des points, alors qui en fait relient les points noirs d'une certaine manière et qui relient, en fait ils vont tous les points vont vers le point rouge en fait. C'est peut-être une meilleure façon de comprendre. Donc tous les points bien sûr qui délimitent la face qui m'intéresse. Donc je me retrouve avec ce genre de choses. Très bien. Et puis comment je vais faire pour déterminer la fonction, en fait, si je veux essayer de déterminer quel type de fonction rationnelle correspond à cette chose-là. En fait, je me rends compte donc que, alors il y a un point qui va être considéré comme étant le point à l'infini. En général, il est d'usure de prendre le point qui se trouve pour la cellule à l'extérieur. Donc la cellule extérieure, ça correspondrait à la complétion de l'ensemble des nombres complexes avec le point à l'infini. Donc c'est comme si toutes ces valeurs-là pourraient tendre vers plus l'infini d'une certaine manière, d'accord? Si on veut, si z tend vers l'infini, on aurait quelque chose comme ça. Bon, très bien. Et puis, on a plusieurs points noirs qui correspondent à des zéros. Alors, ces zéros, je vais devoir les représenter. Ça, je pense que c'est assez clair. Donc, le polynôme P qui est en jeu n'a pas trop le choix. Oups. Donc, le polynôme P qui est en jeu n'a pas trop le choix que de devoir s'écrire de la manière suivante. On va avoir alpha, une certaine constante, fois, et puis on va avoir z moins z0, z moins z1, z moins z2. D'accord? Avec 0, 1 et 2, disons les sommets correspondant au z que j'ai considéré un peu comme générique pour l'instant. Je ne sais pas du tout quelles sont ces valeurs-là. Le choix des valeurs z0, z1, z2 va se faire à homéomorphisme près, puisqu'on peut modifier le graphe à la suite de transformation continue, comme on pouvait modifier la surface à l'aide de transformation continue. Donc voilà. Mais voilà, en tout cas, on a une forme de polynôme qui ressemble à ça, et après les degrés, donc les multiplicités de ces racines, sont données plus exactement par le nombre d'arêtes qui ont pour extrémité le sommet correspondant à la racine. Donc là, par exemple, au sommet 0, il n'y a qu'une seule arête, donc la multiplicité c'est 1. Pour le sommet 1, le nombre d'arêtes c'est 2, donc la multiplicité c'est 2. Et puis pour la même chose pour le sommet 2, il y a 2 arêtes, donc la multiplicité c'est 2. Voilà. Et puis les points rouges, en fait, vont correspondre à des pôles. C'est ça qui se passe pour ces points rouges. Ces points rouges, en fait, correspondent à des pôles. Et en fait, là, on a un pôle qui a l'air donné. Donc en dehors du point à l'infini, on a un pôle qui est donné. Et ce pôle, il est donné en un certain Z3. Alors après, la multiplicité de ce pôle est un peu difficile à déterminer. En général, c'est par rapport au degré... là par exemple on a juste un quadrilatère qui encadre l'ensemble des points qui sont en jeu. Donc comme c'est un quadrilatère, le degré du pôle c'est juste 1. Il n'y a pas de... En général, il peut y avoir peut-être de la difficulté à déterminer la multiplicité du pôle. Mais on va dire ça peut être un peu technique suivant les cas de figure. Bon, ici je considère que la multiplicité c'est juste 1. Voilà. Et donc une fois que j'ai fait ça, voilà, donc là c'était le polynôme P, le polynôme Q est donc en dessous, là, j'ai dit que le polynôme Q c'est donc un polynôme qui ressemble à un polynôme de degré 1 a priori. Bon, potentiellement, dans des cas plus difficiles, ça peut être des polynômes de degré plus grand, qui sont donnés par les points rouges que j'ai mis pour compléter. Et donc voilà, en fait la fonction f c'est tout simplement le quotient de ces deux-là, donc la fonction f c'est une fonction qui ressemble à ce genre de choses. Hop. Donc la fonction f est une fonction de ce type. Et après, il faut faire des choix. Alors on peut faire des choix de z0, z1, z2, z3 sans qu'il y ait de perte de généralité, comme par exemple prendre z0 égale 0, z1 égale 1 par exemple. Ça c'est sans perte de généralité, on peut toujours faire ça. Et après, il faut se poser la question, qu'est-ce que peut être z2, qu'est-ce que peut être z3, et voilà. Et donc c'est terminé, on vient de déterminer la fonction rationnelle associée au graphe. Ceci termine donc mes explications concernant les dessins d'enfants. Et j'espère que ça vous a un peu intrigué de voir qu'en effet il y a des liens comme ça. Alors il y a des questions qui peuvent se poser derrière bien sûr, comme par exemple est-ce qu'il y aurait un lien entre cette fonction rationnelle que je viens de donner et la fonction rationnelle qu'on aurait obtenue juste en échangeant les couleurs du graphe. Vous voyez, donc si j'échange les couleurs du graphe, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la fonction rationnelle que j'obtiens? Est-ce qu'il y a un lien entre la fonction rationnelle que j'obtiens pour ce graphe et la fonction rationnelle que j'obtiens pour le graphe précédent? Par exemple.
Est-ce qu'il y a des graphes qui peuvent être considérés comme isomorphes les uns et les autres, sans pour autant que ça donne la même fonction? Ça aussi, c'est une question qui peut se poser. Bref, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser autour des graphes, et moi j'espère vous avoir piqué un petit peu la curiosité, et puis encore une fois, si vous voulez en savoir davantage, je vous invite à jeter un coup d'œil à 2-3 autres références bien sympathiques. Voilà, donc n'hésitez pas à jeter un œil aux mémoires, à jeter un œil à ce fameux bouquin Algèbre et théorie galloisienne de Cassini, qui était plutôt sympathique, et puis après vous pouvez aussi trouver d'autres références sur internet, j'en doute pas. Bon, alors j'espère que ça vous a intrigué, cette petite introduction, un petit peu, bon certes en vulgarisant pas mal, mais cette introduction au dessin d'enfants. Donc c'est un sujet qui m'a beaucoup intrigué, que vous pouvez aussi voir un petit peu plus développé dans ce bouquin, que vous pouvez voir ensuite dans mon mémoire. Probablement je le mettrai en description, ça sera plus simple pour y accéder. Mais à savoir que vous pouvez aussi le retrouver sur mon site web. Et voilà, c'est un sujet qui m'a beaucoup intrigué, j'ai développé tout mon mémoire là-dessus, ça s'est super bien passé, et j'ai eu, je crois de mes souvenirs, j'ai eu 18 à ce mémoire, 18 sur 20, donc vraiment j'ai réussi à pas mal comprendre comment marchent ces objets, et ça m'a beaucoup intéressé, donc voilà. Je voulais vraiment vous partager ça, parce que je pense que c'est bien de vous partager un petit peu les mathématiques que j'ai pu rencontrer à travers donc à travers ma scolarité, et donc notamment maintenant qu'on arrive à la maîtrise, c'est peut-être bien d'essayer de développer un petit peu plus ce que je fais en mathématiques là-dessus, parce que bon voilà, je peux pas me permettre de dire ça en quelques phrases. Bon, alors maintenant que j'ai développé davantage la partie maîtrise première année et mon mémoire notamment, j'aimerais maintenant développer ce qu'il en a été pour ce passage du second concours de l'école normale supérieure. Donc j'ai été préadmissible, arrivé en février 2017, j'ai su que j'étais préadmissible, alors plutôt janvier 2017, j'ai su que j'étais préadmissible, et donc je m'apprêtais à passer les épreuves écrites. Et j'avais déjà commencé à me préparer dessus, et je savais déjà d'avance qu'il y avait un sujet de prédilection qui tombait très souvent pour ce deuxième concours. Ce qui tombait très souvent, c'était de l'analyse complexe. Donc, n'ayant pas suivi un cours précis sur de l'analyse complexe, d'ailleurs c'était pas proposé en première année de maîtrise, parce que c'est normalement un cours de licence 3. Le seul moment où j'avais travaillé déjà un peu d'analyse complexe, c'était quand je commençais à me préparer pour les examens, alors plus que commencer à me préparer pour les examens, mais que je me préparais à passer les examens de licence 3 en même temps que ma troisième année de classe préparatoire. Donc, j'ai jamais vraiment été dans un cadre où j'apprenais ce cours. J'ai tout appris en autodidacte, si vous voulez, vraiment à travers des bouquins d'analyse complexe. Et donc, j'ai continué à faire ça, en fait, pour me préparer au concours, en me disant, il va y avoir de l'analyse complexe, donc je vais me préparer pas mal pour l'analyse complexe. Je vais quand même réviser un peu de tout, mais je vais travailler quand même pas mal l'analyse complexe, parce que je m'attends à ce que ce soit ça qui tombe. Très bien. Et je me préparais sur les concours. J'ai appris ensuite que les écrits, j'allais les passer directement dans l'établissement de l'école normale de Cachan. Ça s'appelait pas encore Paris-Saclay, ça s'est appelé Paris-Saclay l'année d'après en fait. Ça s'appelait école normale de Cachan encore, même si au moment où on a passé les écrits, le document était noté école normale Paris-Saclay. Bon, enfin bref, c'était un peu trouble à ce moment-là, mais bon. On a passé donc les épreuves écrites là-bas en fin mars. J'ai fait connaissance de quelques personnes très sympathiques, notamment un certain Lilian qui était qui fut quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié pendant non seulement les concours, mais vous le verrez un petit peu plus tard, mais également un peu plus que pendant les concours. Donc voilà, j'ai fait connaissance avec quelques personnes, on a discuté ensemble, on a même mangé ensemble les midis. Les épreuves, ce sont donc, juste pour le rappeler, on avait 2 épreuves de mathématiques, une d'analyse, une d'algèbre, chacune de 5 heures, et on avait ensuite une épreuve écrite de français, qui était une espèce de synthèse. Alors, pour l'épreuve de maths, en effet, les épreuves de maths, en effet, l'analyse, ce fut de l'analyse complexe. Et c'était très intéressant parce que on travaillait avec une notion qui, je trouve, mériterait d'être un petit peu introduite à travers un exo de colle, parce que mine de rien, c'est quand même assez intéressant, et c'est pour ça que j'ai préparé des exos de colle autour de ça aussi par la suite, et probablement que je vous en ferai un exo de colle à la rentrée autour de ça, mais j'ai découvert la notion d'ensemble de Julia, et je trouvais ça vachement intéressant comme notion. Alors pour la faire très très courte, l'idée c'est que vous avez un polynôme,
Et puis vous prenez un nombre complexe, n'importe lequel, et vous itérez le polynôme autant de fois que vous voulez sur z, sur le nombre complexe que vous avez choisi. Donc vous calculez z, p de z, pp, p de p de z, p de p de p de z, et ainsi de suite, d'accord, jusqu'à l'infini. Ça vous donne une suite, hein, d'accord. Et la question c'est de savoir est-ce que la suite converge ou pas. Si elle converge, bah, ça fait partie d'un ensemble qu'on appelle, je crois, ensemble de Fatou, quelque chose comme ça. Si ça diverge trivialement là pareil, on peut aussi dire quelque chose, ça fait partie d'un autre ensemble. Et puis l'ensemble de Julia, ça fait partie en fait des nombres complexes pour lesquels on ne peut pas dire grand chose. Donc par exemple, si vous prenez l'exemple du polynôme, juste mettre au carré à chaque étape, bah là par exemple ce polynôme en mettant au carré à chaque étape, vous allez vous retrouver avec comme découpage, vous avez le cercle unité. Sur le cercle unité, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc justement c'est ça l'ensemble de Julien. Vous allez avoir les endroits où ça converge trivialement vers 0, notamment si vous prenez tous les éléments qui se trouvent à l'intérieur de ce cercle, et donc ça fait partie d'un ensemble de Fatou. Et vous avez un autre ensemble où ça diverge trivialement qui se trouve en dehors de ce cercle. Et voilà, donc ça c'est ce découpage là qui apparaît, et il se trouve que ce type de découpage pour n'importe quel polynôme est beaucoup plus difficile que pour le polynôme que je viens de vous donner. En général, pour n'importe quel polynôme, même un polynôme pas très difficile, hein, a priori pas si méchant, bah, le découpage en ensemble de Julia est loin d'être évident. Et donc bon voilà, bah, c'était intriguant de découvrir ce sujet d'ensemble de Julia à travers cet exercice. Et voilà, bah, ça c'était, enfin ce sujet, parce qu'il y avait plus qu'un exercice, et c'était vachement bien. Donc j'ai plutôt bien réussi ce sujet. Je vous donnerai les résultats à la fin, mais je pense en tout cas à la fin de l'avoir passé, ce sujet d'analyse, l'avoir bien réussi. Ensuite, il y a eu un sujet d'algèbre. Alors le sujet d'algèbre était un peu étrange, hein. Donc le sujet d'algèbre, si ma mémoire est bonne, c'était une histoire de traces sur certaines algèbres, sauf que cette trace n'était pas vraiment une trace, puisqu'il y avait des propriétés de trace pour les matrices qui marchent plus en tout cas pour la définition de trace qui était proposée pour ce sujet. Donc par exemple, la trace de AB n'était plus égale à la trace de BA. Il y avait des choses comme ça un peu étranges. Et donc bon, bah ce sujet-là, je pense, à ce moment-là, je pensais m'en être à peu près sorti, mais bon, c'était pas, pour moi, c'était pas forcément gagné, quoi. Je pense que c'était pas, voilà. Et après, il y a eu le sujet de français. Alors, juste pour la blague, le sujet de français, parce que je pense que c'était pour la blague, vraiment, le sujet de français, je me souviens qu'il s'agissait d'un texte. Donc, pour le sujet de français, il s'agit de faire un résumé, un truc comme ça, un peu bébête, et puis également peut-être disserter un petit peu autour d'une question. Mais par rapport au texte qui était proposé, c'était un texte de Condorcet, donc de la personne Condorcet. Alors, je ne sais plus son prénom, mais bref. Ce qui était marrant, c'est qu'on se trouvait pour les écrits dans la salle Condorcet de l'école normale supérieure de Cachan. Donc c'était assez marrant qu'il nous ait fait cette blague de nous donner un texte de Condorcet qui était, si ma mémoire est bonne, une question de statistique. En fait, il se posait la question globalement de comment on pourrait essayer de rendre les nombres, essayer de donner un sens à des nombres statistiques que l'on obtiendrait. Est-ce que ça a vraiment un sens d'essayer de donner une signification à n'importe quel nombre, ou est-ce que finalement n'importe quel nombre que l'on pourrait vous donner statistiquement, on pourrait lui faire dire ce qu'on veut. Donc c'était un peu une dissertation autour de ça. Bon, là j'avoue que sur ce truc-là, je pense que je m'en étais pas à ce moment-là. En tout cas au moment où j'avais passé les écrits, encore une fois, je vous parlerai des résultats après. Je pense que je m'en étais pas vraiment bien sorti. Enfin bref, j'ai fait de mon mieux. Et voilà. Donc c'était sur 3 jours. Donc chaque jour un sujet. Et ce que j'avais décidé de faire, c'était des allers-retours Amiens-Paris. C'était pas si terrible à faire. Et puis voilà quoi, donc on est en fin mars quand j'ai passé ces écrits, les résultats tombaient fin avril, début mai, et arrivé donc début mai, j'apprends que je suis admissible. Et ouais, enfin admissible à un concours d'école normale supérieure. C'est quand même assez dingue, je trouve que voilà, ça m'a fait quelque chose. J'ai adoré ça, de savoir que voilà, j'étais admissible et donc que je devais me préparer pour passer les oraux de l'école normale supérieure, donc pour essayer d'entrer à Rennes et à Paris-Saclay, puisque je l'étais admissible pour les deux.
Donc c'était vachement cool de savoir ça. Alors bon, bien évidemment, je vous l'ai déjà dit, le nombre de personnes qui candidatent est beaucoup plus petit, ce qui fait qu'on a quand même un peu plus de chances de rentrer à cette école, mais il faut quand même le dire, les personnes qui sont sélectionnées ou qui s'apprêtent à passer l'école normale supérieure, ils ont déjà un très bon niveau. Ça peut être même des élèves de deuxième année de maîtrise dans une autre université qui essaient de rentrer dedans. Donc vraiment, voilà, les élèves qui sont là-dedans, qui veulent rentrer par le second concours, notamment ici second concours de mathématiques, faut bien se le dire, ok, il y a peut-être moins de personnes qui le passent, mais le niveau, il est là, quoi. D'accord? Il est vraiment là. Et ça se sent rien qu'en discutant avec les quelques personnes qui étaient présentes. C'était vraiment, voilà, vous voyez qu'il y avait un esprit concours, encore une fois, qui revenait. Mais moi, dans ma tête, j'étais en mode, ok, je le passe, mais si ça marche pas, ça marche pas. Et d'ailleurs, juste avant de passer mes oraux, j'ai rediscuté avec mon encadrant de mémoire. Donc on était, en mai, je pense que quand j'ai passé les oraux, c'était tout début juin et je venais de passer ma soutenance, entre guillemets, soutenance, en tout cas, une espèce de défense de mon mémoire de première année de maîtrise. Et ça s'était super bien passé, c'est comme ça que j'ai eu mon 18 et tout ça. Et j'ai discuté avec les profs encore une fois en disant, voilà, je m'apprête à passer les oraux, etc. Est-ce que vous avez des choses à me dire concernant l'école normale supérieure? Et c'est là où j'ai appris que oui, la ligne école normale supérieure, ça n'a pas une si grande importance. Faut pas non plus se dire que si tu rentres pas à l'école normale supérieure, c'est raté pour toi, etc. Il y a toujours moyen de trouver un chemin pour réussir, etc. Donc c'est un peu... Le début de cette philosophie qui me trottait dans la tête a été confirmé par des discussions avec ces professeurs-là, à ce moment-là, notamment juste avant les oraux. Et quand j'ai passé les oraux, encore une fois, j'étais resté avec cette mentalité en me disant, si ça marche, tant mieux, mais si ça marche pas, c'est pas grave. Tous les chemins mènent à Rome. Donc, faut pas s'en faire. Donc, on arrive aux oraux, donc au début juin. Et encore une fois, les oraux se faisaient directement à Cachan. Alors pour les oraux, je le redis aussi comment ça fonctionne, le système. On avait donc un oral à faire de mathématiques qui ressemblait beaucoup à une colle. On a une planche à préparer pendant 30 minutes et après 30 minutes à passer à l'oral au tableau. Bon voilà. Et puis on avait le deuxième oral où même il va y avoir 2 autres oraux, mais pour moi, chaque oral pour rentrer à une école en tout cas, chaque oral se faisait de la manière suivante, on avait un document à préparer et à la suite de cette préparation de document, il fallait en discuter pendant 10 minutes et après ces 10 minutes, il fallait ensuite parler de nous, répondre aux questions d'entretien, un peu comme un entretien d'embauche pendant 20 minutes avec les profs qui sont en face de nous. Donc voilà. Alors pour l'oral de mathématiques, ça s'est très bien passé, je suis tombé sur un sujet plutôt simple si je puis dire, bon même s'il n'était pas très simple parce que c'était du calcul, mais c'était tout autour de la constante de l'air Maclaurin. Donc il y avait des questions de calcul de somme d'harmonique, de série harmonique, et notamment un lien avec une formule d'intégrale. Donc l'idée c'était d'essayer de donner une formule de notre constante gamma, donc la constante de l'air Maclaurin. Il fallait essayer de l'écrire sous la forme intégrale. Tout l'objet de l'exercice était autour de ça. Ça s'était plutôt bien passé, en tout cas quand je l'ai passé, j'avais ce ressenti de l'avoir plutôt bien réussi. Bon, même s'il y a eu une petite mésentente sur la fin, sur certaines choses, pas tout, pas que sur la fin, mais il y a eu des petits moments de mésentente parce que il posait une question et je comprenais pas le sens de sa question et j'essayais de répondre quelque chose qui collait avec le sens de sa question. Parce que l'idée c'est qu'il voulait me faire sortir un argument, c'est ce que j'ai appris juste après, il voulait me faire sortir des arguments pour prouver telle ou telle chose, tel ou tel résultat, alors que moi j'avais déjà proposé un argument qui fonctionnait très bien. Et c'est ça qui... Voilà, j'ai trouvé ça un peu perturbant et j'ai quand même, pour certaines de ces questions, réussi à y répondre correctement, mais il y a eu d'autres questions où je me suis posé pourquoi il m'emmène sur ce terrain-là, je viens de répondre à sa question, bon voilà, tout se passe plutôt bien, voilà. Enfin, je viens de répondre à l'exercice, normalement, voilà, il n'y a pas forcément de souci. Alors évidemment, je sais très bien qu'on ne doit pas se restreindre au fait de répondre à l'exercice, mais vraiment, sa question n'était pas très axée sur quelque chose qui semblait peut-être ouvrir derrière cet exercice.
Bon après pour les entretiens, pour celui de Rennes, pour l'école normale de Rennes, j'avais un document qui parlait de physique et de la cohésion des molécules. Bon, je ne me rappelle plus exactement de quoi il s'agissait, mais je sais que c'était autour de ça. Et puis pour le document, j'ai pas réussi à faire grand chose, malheureusement, mais pour l'entretien, ça s'était plus ou moins bien passé. Je sais pas trop quoi en penser en fait de cette partie entretien et de la notation qu'on pourrait en faire, mais j'avais cette impression que ça s'était moyennement passé. Et voilà quoi. Par contre pour Paris-Saclay, donc l'oral pour Paris-Saclay, là j'ai eu un sentiment de l'avoir bien réussi. Alors comment ça s'est passé? Le document que j'avais eu, c'était un document qui tournait autour de théorie des jeux, c'était vachement cool, notamment le dilemme du prisonnier, pour ceux qui connaissent un petit peu ça, c'est assez intéressant je trouve, et je vais pas en discuter là maintenant parce que la vidéo est déjà assez longue, mais voilà, c'était un document qui m'a bien intéressé, j'ai réussi à dire pas mal de choses sur ce document, ça m'a pris un peu plus de 10 minutes, c'était très bien, et après l'entretien, pareil, a été mené correctement également, on m'a posé des questions pourquoi je voulais aller à l'école normale supérieure, il faut être prêt à répondre à ces questions-là aussi. Donc j'ai pu répondre correctement à ces choses-là et petit à petit ça m'a mené aussi à poser des questions. Ils m'ont posé des questions aussi sur ce que je faisais en mathématiques en ce moment, des choses comme ça, qu'est-ce que j'aime dans les mathématiques et tout ça. Et je disais que j'avais du mal à m'orienter parce que oui, en effet, la question, et c'est là encore une fois où la question de savoir ce que je voulais faire en recherche revient. Et je trouvais ça vachement cool que ça revienne dans ce cadre-là, vraiment dans le cadre de l'oral. Et du coup, j'ai pu vraiment mettre en avant cette question à laquelle je n'arrivais pas à vraiment répondre. Et du coup, j'ai pu donner mon point de vue sur ce que je pensais de la recherche. Et pour donner mon point de vue, j'avais donné l'exemple d'un exercice, qu'on fait en classe préparatoire assez connu, qui est de montrer que n'importe quel polynôme périodique, notamment par exemple un périodique, n'importe quel polynôme impériodique est constant. Et donc ça par exemple c'est un exercice qui peut se résoudre de deux manières, d'un point de vue analytique, si on s'amuse à regarder la limite quand t tend vers l'infini de p de t par exemple en valeur absolue, voilà, ou en module, et on arrive à des contradictions par rapport à la périodicité et d'autres propriétés analytiques, ou alors on pouvait y répondre de manière algébrique en disant si le polynôme a un 0, le polynôme est nécessairement nul parce qu'il a beaucoup de racines, et sinon on peut faire en sorte que le polynôme s'annule en un endroit en enlevant une constante. Donc notamment p de t moins p de 0, et du coup ça permettait de se ramener à la conclusion que le polynôme qu'on a sous la main est un polynôme constant. Bon bref, j'ai pu parler de ça, et puis je disais que j'avais cette impression que la recherche, c'était cette idée-là d'avoir une résolution, de chercher à obtenir une résolution dans un sens, et puis peut-être de donner un autre point de vue en trouvant une résolution dans un autre sens, soit donc jouer avec de l'analyse, puis jouer avec de l'algèbre, essayer de jouer avec différents domaines de mathématiques, et je pensais que c'était ça la recherche. Et c'est à ce moment-là que j'ai un petit peu commencé à apprendre en tout cas qu'il fallait vraiment chercher à se perfectionner. Donc comme je l'ai dit, je l'ai déjà appris avant un peu qu'il fallait trouver un axe de mathématiques à choisir pour la recherche, mais c'est là où on m'a vraiment donné cette impression, cette confirmation que c'était important de faire ce choix et de se lancer vers du perfectionnement, enfin pas que du perfectionnement, mais vraiment de se spécialiser vers un axe de mathématiques bien précis, parce que c'est comme ça que ça marche la recherche. En fait, on se spécialise, on amène des notions, des nouvelles notions afin de répondre à une question bien précise dans la spécialité dans laquelle on se trouve. C'est pas en attaquant différents axes qu'on y arrive. En général, c'est vraiment de la spécialisation d'une certaine manière. Et voilà, et j'ai appris un petit peu ça à ce moment-là, vraiment, enfin même si je l'avais déjà entendu avant, je pense qu'à ce moment-là, ça m'a un peu confirmé ce qui se passait. Et voilà, donc j'ai pu parler de ça, j'ai pu parler de ce que je faisais en mémoire, donc là les questions de dessin d'enfant dont je vous ai parlé il y a une vingtaine de minutes maintenant, et à la fin de l'entretien, ce qui m'a un peu confirmé que j'avais plutôt bien réussi, c'est qu'à la fin de l'entretien, comme je restais un petit peu sur l'idée que la recherche ça pouvait quand même s'attaquer avec différents axes, et je disais que je voulais passer l'agrégation et tout ça, j'avais expliqué que on a peut-être plus de chances d'être pris en professeur qu'en chercheur, ou bref, blablabla, des choses qu'il fallait savoir aussi avant de passer l'oral. Et à la fin de tout ça, l'une des professeurs, qui sera un professeur important pour la suite, donc qui s'appelle Piccaroni, alors je sais plus, je crois que c'est Claudine, Madame Piccaroni, cette professeure va me répondre à la fin de tout ça, va me dire ok, on se reverra à l'agrégation alors. Elle m'a sorti cette phrase, et là je me suis dit,
Donc ça veut dire que oui, ça marche ou... Waouh. Et là je me suis dit, oh mon dieu, j'ai réussi ou j'ai pas réussi? Et là je me suis dit, ok, donc apparemment l'oral s'est bien passé, parce que l'oral en tout cas pour Paris-Saclay, ça s'est bien passé. À la suite de cette phrase en disant, on se reverra à l'agrégation, j'ai dit, ah oui, donc on verra ça à l'agrégation, enfin on se verra ça... Enfin, elle m'a sorti vraiment le sens que je la reverrai à l'agrégation, quoi. Donc c'est vraiment, je sais plus la phrase exacte, mais je crois que c'était ça, on se reverra à l'agrégation. Et voilà, donc enfin, ça m'a marqué, je me suis dit, waouh, je pense avoir réussi finalement quelque chose. Et la discussion qu'on a eue, finalement, a dû intéresser, et je trouve que c'était vachement cool. Donc bref, les euros sont passés. On arrive fin juin, parce que j'avais passé les euros début juin, oui, comme je l'ai dit. Donc fin juin, résultat tombe. Je suis pas tout à fait admis, mais je suis en liste d'attente. Je suis en liste d'attente pour entrer à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Liste d'attente, alors il se trouve que dans la liste d'attente, je suis un peu loin quand même. Mais c'est faisable, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour rentrer à Rennes et pour rentrer à Paris-Saclay, les personnes qui étaient prises, qui étaient admises, étaient, pour ainsi dire, les mêmes personnes de chaque côté. Et il y a beaucoup de personnes qui cherchaient à rentrer à Rennes plus qu'à Paris-Saclay. Et c'est ce qui s'est produit. En fait, la majorité des personnes qui étaient admises à Paris-Saclay sont parties pour l'ENS Rennes. Et du coup, j'ai pu rentrer à l'école normale de Paris-Saclay. Voilà, j'ai été finalement admis, certes, après une liste d'attente qui n'était pas très longue, je dois dire. La liste d'attente pour Rennes, déjà, elle était d'à peine d'une dizaine d'élèves. Enfin, même pas, quand je dis une dizaine d'élèves, j'exagère. Il y avait combien de personnes qui étaient prises? Pour Rennes, il y avait peut-être 6 personnes, c'est ça, 6 ou 7 personnes. Et la liste d'attente, donc si on continuait l'ordre des élèves, c'était arrivé jusqu'à 12. Donc il y avait 5 personnes en liste d'attente, je crois. Pour Paris-Saclay, il y avait un peu plus de personnes qui pouvaient être prises, genre 9 personnes, je crois. Et donc parmi les 9 personnes, il y en avait quelques-uns de la liste des 6 ou 7 personnes pour Rennes. Et la liste d'attente, elle allait jusqu'à 16, et je crois que j'étais 15e. Donc voilà. Pour vous dire, j'étais assez loin dans la liste d'attente, et finalement j'ai pu rentrer à l'école normale de Paris-Saclay. Et voilà donc ce qu'il en est pour la suite. Il va falloir que je vous raconte tout ça, puisque oui, j'ai pu rentrer à l'école normale de Paris-Saclay, et j'ai réussi le second concours. Ah, et puis avant que j'oublie, les notes. Mes résultats donc au second concours, car oui, ça m'a tellement marqué d'avoir réussi à rentrer à l'école normale supérieure de Paris-Saclay que j'ai carrément imprimé les résultats que j'avais obtenus. Je l'avais pas fait pour les précédents concours, j'avais quand même gardé tous les sujets que j'ai pu passer jusqu'à maintenant, mais j'avais pas forcément gardé en mémoire les résultats que j'avais obtenus. Là oui, j'avais carrément imprimé pour en garder une trace écrite. Donc pour les écrits, alors j'avais obtenu pour l'écrit d'analyse, j'ai eu 14,70. Donc pour vous dire que j'avais bien réussi en effet l'analyse. Pour le maths algèbre, j'ai eu 12. Et puis le français culture générale, là, cette histoire donc de synthèse et tout ça que je pensais avoir moyennement réussi, oui en effet 6. Et en fait je fais partie des élèves qui ont une des pires notes de français, tout en étant parvenu à rentrer à l'école normale supérieure. La deuxième personne qui a eu cette note-là, c'est Lilian, justement. Donc on va bien s'entendre, on se sera bien entendu aussi par rapport à ça. Mais enfin voilà. Et puis après pour les oraux, alors pour l'entretien à Rennes, j'ai eu 11. Pour le maths, l'oral de maths, j'ai eu 11 également sur 20. Alors j'étais un peu triste, j'étais un peu étonné et un peu triste d'avoir obtenu 11 sur 20 pour l'oral de maths. Je pensais m'en être mieux sorti que ça. Mais cela n'a pas vraiment été le cas. Bon, peut-être à cause de tous les malentendus qu'il y a pu avoir pendant l'oral. Mais enfin bon. Et l'entretien pour Cachan, donc pour Paris-Saclay, j'ai eu 14. Voilà. Donc ceci montre en effet qu'il y a eu de la réussite à travers les écrits et les oraux de ce second concours. Et donc bon voilà, la réussite m'a tendu les bras et j'en suis vraiment très heureux. Ouais, alors je terminerai juste par une chose rigolote. J'ai pas su tout de suite que j'étais pris pour l'école normale de Paris-Saclay parce que j'ai vu que j'étais en liste d'attente, mais je n'ai pas eu de nouvelles concernant le fait que j'étais pris pour rentrer à l'école normale supérieure. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un document, peut-être 2 jours après,
disant bah voilà, vous avez à remplir ce document et en remplissant ce document, c'est bon, vous pouvez rentrer à l'école normale de Paris-Saclay. Mais j'avais pas tout à fait compris, parce que le document ne disait pas exactement ça, mais en tout cas il y avait une question d'inscription à l'école normale, début d'inscription à l'école normale supérieure, mais j'avais pas tout à fait compris de quoi il s'agissait, et du coup j'ai carrément appelé l'école normale en me disant qu'est-ce que c'est que ce document, je comprends pas de quoi il s'agit exactement. Puis après on m'a dit bah vous savez pas, vous avez été pris en fait à l'école normale de Paris-Saclay. Donc j'ai appelé une semaine après les résultats, et en fait bah cette semaine-là justement tout s'était déjà décidé, et j'ai su que j'étais déjà prêt à l'école normale supérieure il y a une semaine par rapport à l'appel que j'ai effectué. Donc voilà, c'était assez rigolo d'apprendre un peu avec du retard que j'étais pris à l'école normale supérieure. Mais voilà, donc je commençais à remplir ces premiers documents, il va falloir que je vous raconte tout ça. Mais donc je vais vous laisser là-dessus. Alors oui, la vidéo est longue, mais il y a eu beaucoup de choses à vous raconter. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai parlé un peu de mathématiques en plus, de mathématiques un peu plus précises, et j'espère que ça aussi ça vous a plu. Je vous promets que les prochains numéros ne seront pas aussi longs que ça. J'essaierai de faire en sorte, peut-être quitte à découper en plus de vidéos les prochains épisodes, je le ferai. Mais voilà. Le prochain épisode d'une vie de mathématiques est plus ou moins prévu vers la fin août. Je ne sais pas encore. Je crois avoir mis une date sur mon site web, mais je ne sais pas encore exactement quelle sera la date exacte à laquelle je vais reprendre. Mais voilà, il va falloir donc reprendre une vie de mathématiques à mon entrée à l'école normale supérieure de Paris-Saclay. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de bonnes vacances si vous ne regardez pas d'autres vidéos de la chaîne avant les vacances. Il reste encore 2 vidéos, juste pour le dire. Il reste la vidéo du coin recherche, car comme je vous l'avais dit, je souhaitais faire une suite à ce coin recherche, et il y aura bien une suite qui sortira mardi. Et jeudi prochain, un numéro de l'examen. Et donc à partir de ce numéro de l'examen, on sera en vacances. Voilà. Donc si vous ne regardez pas d'autres vidéos d'ici là, je vous souhaite de bonnes vacances. Reposez-vous bien, et puis on se retrouve pour de prochaines aventures mathématiques, comme d'habitude. Allez, salut à tous!